On la disait lente, on la disait laide, on la traitait de cible immobile. Et pourtant, cet appareil a repéré le cuirassé le plus redouté de la Seconde Guerre mondiale. Elle a arraché à la noyade des milliers d'hommes en pleine mer. Elle s'est aventurée dans des ports si lourdement défendus que les pilotes de chasse n'osaient pas les approcher. Elle n'avait rien de glamour. Pas de lignes effilées, pas de vitesse record. Tandis que le monde entier retenait les chasseurs, cette machine gagnait, en silence, la guerre sur l'eau. Une longue patrouille solitaire à la fois. Elle s'appelait Catalina. Dans les dossiers, elle n'était plus que 3 lettres et un chiffre PBY. Et si vous en avez si peu entendu parler, ce n'est pas un hasard. Une partie de son histoire a été délibérément cachée. Un pilote tenu secret. Une médaille dont on n'a pas pu expliquer l'attribution pendant des années. Une vérité enfermée dans un tiroir, tandis que l'homme qui l'avait vécu gardait le silence. Aujourd'hui, je vais vous raconter la mission qui aurait dû rendre cet appareil célèbre à jamais, et je vous montrerai pourquoi l'histoire a failli la laisser disparaître complètement. Restez avec moi jusqu'au bout. Le dernier détail est celui qui compte le plus. Commençons. Pour comprendre comment un hydravion a fini par changer le cours de la guerre, il faut remonter au début. Californie, début des années 1930. Le bureau d'études d'une entreprise nommée Consolidated Aircraft. Les ingénieurs venaient d'échouer à un grand appel d'offres pour un bombardier à long rayon d'action. Une année de travail balayée. Une autre entreprise avait gagné. Leur plan ne valait de plus rien. Mais ils ont eu une idée astucieuse. Au lieu de repartir de zéro, ils ont regardé ces vieux plans autrement. Ils se sont posé une question simple. Et si tout ce que nous avions conçu répondait à un autre besoin ? En 1933, la marine a demandé un hydravion. Un appareil capable de décoller de l'eau, d'amérir et de franchir des milliers de kilomètres sans escale. Les ingénieurs ont ressorti leurs vieux dossiers des étagères et ont souri. L'ossature du projet était déjà là. Ce qu'ils ont construit n'était pas vraiment un avion. C'était un bateau volant. Si tu es passionné par la technologie militaire et la Seconde Guerre mondiale, merci de t'abonner à notre chaîne. Cela nous aidera énormément. Merci. Ils ont divisé la coque en 5 compartiments étanches, la même astuce que les navires utilisaient depuis des siècles. Si l'eau envahissait une section, elle s'arrêtait là. La machine restait à flot. Ils ont ajouté une cuisine de bord, une vraie cuisine, et des couchettes où l'équipage pouvait dormir. En 1932, la plupart des avions n'étaient que des cockpits exigus où un pilote priait pour que le moteur ne cale pas. Celui-ci avait de quoi préparer un repas chaud au bout du monde. Maintenant, regardez les chiffres, car ils expliquent tout. À fond, la Catalina atteignait à peine 290 km à l'heure. C'était lent, même pour l'époque. Un chasseur moderne de l'époque pouvait la laisser sur place. Mais la vitesse n'était pas l'essentiel. Elle pouvait parcourir près de 4000 km avec ses réservoirs. Elle pouvait rester en l'air jusqu'à 20 heures. 20 heures. La plupart des chasseurs tenaient 90 minutes. 2 moteurs étaient montés sur une aile fixée bien au-dessus de la coque, chacun développant 1200 chevaux. Cette aile haute maintenait les hélices à l'abri des embruns au décollage. De petits flotteurs en bout d'aile assuraient son équilibre sur l'eau, puis se repliaient en vol pour ne faire plus qu'un avec l'aile. Chaque détail avait été pensé, parce que cette machine avait une mission avant toute autre, voir, voler au-dessus de l'océan désert pendant toute une journée et trouver ce que personne d'autre ne pouvait trouver. Et au printemps 1941, c'est exactement ce qu'elle a fait. Pour planter le décor, il faut se rappeler où en étaient les États-Unis cette année-là. Les États-Unis n'étaient pas encore en guerre. La majorité du pays voulait rester à l'écart. Le président Roosevelt envoyait des avions et du matériel à la Grande-Bretagne, et même cela était très impopulaire au pays. Alors la Grande-Bretagne acheta 200 Catalina. Cette partie-là était publique. Mais les avions sont arrivés avec quelque chose qui ne l'était pas du tout. 17 pilotes américains les accompagnaient. Officiellement, ils étaient là uniquement pour apprendre aux Britanniques à piloter la nouvelle machine. Officieusement, ils effectuaient de vraies missions au-dessus de l'Atlantique. Ils n'étaient pas censés le faire. Les États-Unis étaient neutres. Si cela s'ébruitait, Roosevelt l'avait dit sans ambages. « Je serai destitué ». Alors les hommes se sont tus. L'un d'eux était un jeune officier de la marine nommé Leonard Smith. Ses amis l'appelaient Tuck. Il a été affecté à un escadron britannique basé à Lough Erne, en Irlande du Nord. Puis la crise a éclaté.
Le 24 mai 1941, le cuirassé allemand Bismarck et un croiseur lourd se sont faufilés dans l'Atlantique. Ils ont croisé la fierté de la Royal Navy, le croiseur de bataille Hood, et en quelques minutes, le Hood avait sombré, emportant presque tout son équipage. C'était le pire coup subi par la flotte britannique de mémoire d'homme. Tout le pays en a été saisi d'effroi. Et puis, d'une façon ou d'une autre, le Bismarck s'est évanoui dans la grisaille. Contact perdu. Churchill a donné un seul ordre. Retrouvez-le, coulez-le. La traque était désespérée. Des navires et des avions se sont déployés à travers un océan grand comme un continent à la recherche d'un seul navire de guerre caché dans le brouillard et la pluie. Parmi ceux qui cherchaient se trouvait un seul Catalina, avec Tug Smith aux commandes. Ils avaient décollé dans le noir, avaient traversé une épaisse couche de nuages et avaient le poussé jusqu'au large. Le temps était épouvantable. Le plafond nuageux touchait presque l'eau. La visibilité allait et venait. Puis, vers 10h10 du matin, le 26 mai, la couverture nuageuse s'est déchirée. Et il était là, le Bismarck, seul, filant à toute vitesse vers la côte de la France occupée. Smith avait trouvé le navire le plus traqué du monde. Les canonniers allemands ont aperçu l'appareil et ont aussitôt ouvert le feu. Des éclats ont lacéré le fuselage. Smith a largué ses charges de profondeur pour alléger l'avion et la replonger dans les nuages. Mais l'équipage avait déjà fait l'unique chose qui comptait. Ils avaient envoyé la position par radio. Ce seul message a tout changé. La Royal Navy savait désormais où se trouvait le Bismarck. Ils ont convergé sur lui, l'ont ralenti à coups de torpilles, et le lendemain matin, il reposait au fond de l'océan. Un jeune Américain, à bord d'un hydravion construit aux États-Unis, avait aidé à le retrouver. Et voici la partie qui ne s'oublie pas. Smith a reçu la Distinguished Flying Cross pour ce vol. Mais pendant des années, il n'a pu dire à personne pourquoi. Son pays n'était pas en guerre. Officiellement, il n'avait jamais été là. Le premier Américain à prendre part à une victoire de la Seconde Guerre mondiale et l'histoire n'avait pas le droit d'écrire son nom. Ce fut la première fois que quelqu'un tenta d'effacer cet appareil des archives. Ce ne serait pas la dernière. 6 mois plus tard, les États-Unis entraient vraiment en guerre, et la Catalina, l'hydravion lent que personne ne respectait, allait de nouveau faire ses preuves. Cette fois, dans le Pacifique. Le Pacifique est le plus grand océan de la planète. Posez la main sur une carte et vous en couvrez le tiers du globe. Pas de route, pas de repères, seulement de l'eau jusqu'à l'horizon dans toutes les directions. Pour y combattre, il fallait d'abord trouver l'ennemi. Et chercher sur d'aussi vastes étendues d'eau était précisément ce pourquoi la Catalina avait été conçue. L'exemple le plus parlant a eu lieu en juin 1942, au large d'une petite île appelée Midway. Une immense flotte japonaise approchait, espérant frapper par surprise. Les porte-avions américains attendaient, mais ils étaient presque aveugles. Il leur fallait des yeux. Le 3 juin, un équipage de Catalina, très loin au large, en patrouille, a repéré les premiers navires de la force d'invasion japonaise. Le lendemain matin, un autre Catalina a localisé les porte-avions eux-mêmes et a envoyé l'avertissement qui a mis en branle les défenseurs de l'île. Nombreux appareils, Midway. 3 mots d'un hydravion lent. Grâce à cet avertissement, les porte-avions américains ont frappé les premiers, et la bataille a basculé. On se souvient des bombardiers en piqué qui ont remporté la bataille de Midway. Presque personne ne se souvient des hydravions qui leur ont trouvé les cibles. Mais trouver l'ennemi n'était que la moitié de l'histoire. À mesure que la guerre gagnait les îles autour de Guadalcanal, le Catalina endossa un rôle que personne n'avait prévu. Et il était né de sa plus grande faiblesse. À la fin de 1942, les Alliés dominaient le ciel le jour. Les Japonais, ingénieux et déterminés, faisaient alors transiter hommes et ravitaillement de nuit. À la faveur de l'obscurité, navires et barges descendaient en douce ravitailler les troupes qui combattaient sur les îles. Il fallait les arrêter dans le noir. Le Catalina était beaucoup trop lent pour survivre en plein jour. Mais la nuit, la lenteur devenait soudain un atout. Un avion lent pouvait se faufiler au ras de l'eau et viser avec soin. Les équipages peignirent à leur Catalina en noir mat. Ils les équipèrent d'un radar, technologie encore neuve et secrète, et ils les envoyèrent seuls toute la nuit. Ils se surnommèrent les chats noirs. Ils repéraient une cible au radar, glissaient juste au-dessus des vagues et larguaient des bombes réglées pour exploser quelques secondes après l'impact. Ils larguaient des fusées éclairantes pour aveugler les artilleurs en dessous. Et certains équipages faisaient quelque chose de plus étrange encore. Ils jetaient des bouteilles vides par poignées.
En tombant dans la nuit, les bouteilles poussaient un sifflement sinistre destiné à maintenir éveillés et mal à l'aise dans leurs abris des hommes déjà terrorisés. Si tu es passionné par la technologie militaire et la Seconde Guerre mondiale, merci de t'abonner à notre chaîne. Cela nous aidera énormément. Merci. L'âge moyen de ces pilotes était de 24 ans. De jeunes hommes à bord d'un appareil que tout le monde disait être un piège mortel, s'enfonçant nuit après nuit au cœur des eaux ennemies, sans blindage ni protection. Leur pire ennemi n'était même pas les Japonais. C'était la météo. Les îles Salomon, déchaînées des tempêtes violentes qui malmenaient les appareils et effaçaient l'horizon. Et les chats noirs continuaient de voler. Au fil de la guerre, leurs attaques nocturnes contribuèrent à envoyer par le fond un tonnage stupéfiant de navires japonais, étranglant les voies de ravitaillement qui maintenaient en vie les garnisons ennemies. L'hydravion Pato était devenu un chasseur dans l'obscurité, et pourtant, malgré tout cela, ce n'est pas le rôle que préféraient les hommes qui le pilotaient. Le Catalina a suscité une autre forme de dévouement, non pour ce qu'il pouvait détruire, mais pour ceux qu'il pouvait sauver. Imaginez la scène. Vous êtes un pilote abattu, qui dérive en plein Pacifique. Un gilet de sauvetage, peut-être un petit canot en caoutchouc, aucune terre à des centaines de kilomètres. Le soleil brûle, l'eau est sans fin, et vous attendez. Dans cet océan, sans aide venue du ciel, vos chances étaient presque nulles. Et puis, à l'horizon, vous voyez une silhouette familière arriver, basse au-dessus de la houle. Les équipages appelaient ces vols de sauvetage des missions Dombo, du nom de l'éléphant volant aux grandes oreilles du dessin animé. Un grand avion, un peu pâteau, venu vous ramener chez vous. Aucune mission ne l'illustre mieux que celle menée le 15 février 1944. Des bombardiers américains attaquaient un port japonais fortement défendu, appelé Kavieng. La DCA était meurtrière. L'un après l'autre, les bombardiers étaient touchés et s'écrasant dans l'eau, juste sous les canons de l'ennemi. À proximité, un seul Catalina, baptisé Arkansas Traveler, tournoyait, piloté par un jeune officier de l'Arkansas, Nathan Gordon. La mission de Gordon était de repêcher les survivants. Mais la mer à l'intérieur de ce port était un cauchemar. La houle montait à 5 mètres, et il n'y avait presque pas de vent pour l'aider à redécoller. Pire encore, les hommes dans l'eau étaient proches du rivage, à portée de tous les canons de la côte. Pour les sauver, Gordon devait amérir. Et amérir s'était donné à chaque artilleur le temps de viser. Il l'a fait quand même. Gordon a posé le lourd hydravion sur ces vagues géantes. Il l'a posé si violemment que des rivets ont sauté et que les joints de la coque ont commencé à se fendre et à prendre l'eau. Son équipage hissait des hommes à bord à l'aide de cordes tandis que l'eau s'engouffrait. Puis il a réussi à arracher l'appareil à la mer et à le remettre en vol. Puis un autre appel. D'autres hommes à la mer. Alors il a fait demi-tour et a recommencé. Et encore. Au total, Gordon a améri 4 fois sous le feu dans ce port. Le dernier groupe flottait à peine à 550 mètres du rivage ennemi. Son escorte de chasse, à court de carburant, avait dû rentrer. Il y est allé seul. Quand ce fut terminé, l'Arkansas Traveler était à bout, fendu et à peine en état de voler. Mais 15 aviateurs sauvés étaient vivants à son bord, des hommes qui, sans cela, seraient morts ou auraient été capturés. L'amiral Halsey qualifia cette action de l'un des exploits les plus remarquables de toute la guerre. Gordon reçut la Medal of Honor, la plus haute distinction que décerne son pays. Il reste le seul pilote de Catalina à l'avoir jamais reçu. Fidèle à lui-même, il refusa toute mise en scène. Il déclara simplement qu'il avait fait son travail et que son équipage avait fait le sien. Cet esprit accompagna l'appareil jusqu'au dernier jour de la guerre. À l'été 1945, le croiseur lourd Indianapolis coula dans le Pacifique et des centaines de ses marins restèrent des jours durant à la dérive, en pleine mer, loin de toute aide. Lorsqu'un pilote de Catalina nommé Adrian Marks finit par les trouver, il fut confronté à un choix difficile. Les consignes en vigueur interdisaient d'amérir un hydravion dans la houle du large. C'était trop dangereux. Marks a améri quand même. Il a repêché 56 hommes et les a montés à bord de son appareil. Quand il n'y eut plus de place à l'intérieur, son équipage attacha des survivants aux ailes pour les maintenir hors de l'eau jusqu'à l'arrivée de navires plus grands. Tel était le Catalina, ni le plus rapide, ni le plus puissant. Mais inlassablement, celui qui revenait chercher ceux que tous les autres avaient dû laisser derrière eux. Voici donc la question. Si cet appareil a repéré le Bismarck, a été les yeux de la bataille de Midway, a traqué dans l'obscurité sous le nom de Black Cats et a sauvé plus d'hommes qu'on ne peut raisonnablement en compter, pourquoi si peu de gens connaissent-ils son nom ? La réponse est dérangeante, et elle est humaine.
Le Catalina n'avait rien de glamour. Il était lent et sans éclat. Il ne remportait pas de duels aériens et n'établissait pas de records de vitesse. Les chasseurs avaient droit aux films, aux affiches et aux héros. L'hydravion, lui, faisait le gros du travail. Il accomplissait les tâches discrètes, harassantes, sans prestige, qui font gagner les guerres mais ne font jamais la une. 20 heures au-dessus de l'océan désert. Des patrouilles où il ne se passait rien. Des sauvetages qu'aucune caméra n'a jamais filmés. On oublie facilement un appareil pareil justement parce qu'il ne réclamait presque aucune attention. Mais le monde ne l'a pas tout à fait oublié. À l'autre bout de la planète, un pays l'a étudié de si près qu'il a fini par en construire le sien. Avant la guerre, l'Union soviétique a acheté une licence pour produire le Catalina et a installé sa propre usine. Les ingénieurs soviétiques l'ont démonté, boulon par boulon, et ont appris tout ce qu'il avait à leur enseigner. Ils y ont même monté leur propre moteur pour ne jamais dépendre de pièces venues d'outre-Atlantique. Sous pavillon soviétique, ces hydravions ont patrouillé des décennies après la fin de la guerre, jusque bien dans les années 60, alors que les jets remplissaient déjà le ciel et que l'humanité était presque parvenue jusqu'à la Lune. Une machine esquissée au crayon en 1932 était encore en service 30 ans plus tard. Et combien y en a-t-il eu, au total ? Plus de 3300 sont sortis des seules usines américaines. Des milliers d'autres ont été construits au Canada et en Union soviétique. Ils ont servi dans presque toutes les nations alliées qui avaient un littoral. Après la guerre, des centaines ont été vendus et ont continué de voler comme avions cargo, bombardiers d'eau et avions de prospection, sur 5 continents. Certains sont encore en état de vol aujourd'hui, 90 ans après les premiers croquis. Revenons donc au point de départ. À ce matin gris au-dessus de l'Atlantique et à un jeune Américain aux commandes d'un hydravion à bord duquel, selon son propre pays, il n'avait jamais mis les pieds. Il repéra le Bismarck. Il contribua à changer le cours de la guerre. Et il dut se taire pendant des années, tandis que l'histoire détournait discrètement le regard. Voilà l'étrange vérité du Catalina. Il était là au plus grand moment et pourtant il restait toujours juste en dehors du cadre. L'avion qui a trouvé le cuirassé le plus redouté encore à flot. L'avion qui donna l'alerte décisive à Midway. L'avion qui transforma sa propre faiblesse en arme, dans la nuit. L'avion qui, plus que n'importe quel chasseur, sauva des hommes qui, sans lui, étaient perdus. Pensez à ce dernier point. La plupart des avions de guerre célèbres le sont pour ce qu'ils ont détruit. Le Catalina pour ceux qui le connaissent, l'est pour ceux qui l'a ramené. Le pilote abattu flottant seul, le marin à la dérive depuis des jours, l'équipage de bombardiers cramponné à un radeau, la côte ennemie en vue. Pour tous, apercevoir cette aile large et haute découpée dans le ciel ne signifiait pas une chance de s'en sortir. Ça voulait dire vivre, tout court. Ils ont tenté de l'effacer de l'histoire. Ils ont caché le pilote tenu secret. Ils ont remis une médaille que personne ne pouvait expliquer. Ils ont laissé les chasseurs récolter la gloire pendant que l'hydravion faisait le travail. Mais il n'a jamais vraiment disparu. Il est toujours là, dans des musées et lors de meetings aériens et sur quelques terrains tranquilles, au bord de l'eau, où ses moteurs tournent encore. Et si vous avez un jour la chance d'en voir un voler, ne regardez ni la vitesse ni la ligne, car il n'a ni l'une ni l'autre. Regardez plutôt ce qu'il représente. Voici une machine qui ne réclamait pas la gloire et qui la méritait malgré tout. Une machine ignorée en son temps et qui a survécu à presque tous ceux qui l'ont ignorée. La reine des océans qu'ils ont tenté d'oublier. Il a fait son travail. Il a ramené les hommes à la maison. Et 90 ans plus tard, il vole encore. Merci d'avoir regardé.